Bonsoir à toutes et à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici donc la deuxième vidéo, la deuxième partie de vidéo consacrée aux notions, aux petites règles sur lesquelles je souhaite attirer votre attention pour jouer à cette V3 d'Age of Sigmar. Que vous soyez des joueurs expérimentés de la V1 et de la V2, ou complètement nouveaux à découvrir Age of Sigmar avec cette nouvelle version, la V3, cette vidéo, je pense, vous intéressera. Elle est vraiment faite, pour vous permettre, pour vous attirer, attirer votre attention sur les petits points, les notions qui, moi, me paraissent intéressantes d'avoir en tête, que je pourrais même dire importantes. Je ne vais pas, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, dans la partie 1, je ne vais pas vous apprendre pas à pas à jouer, je ne vais pas décortiquer chacune des règles de chaque tour, de chaque phase de jeu, parce que ce serait de toute façon extrêmement fastidieux, et puis je pense aussi qu'il vous appartient en tant que hobbyiste et joueur de lire les règles, hein, bien entendu, donc je ne vais pas me substituer pour vous apprendre à jouer fondamentalement. Par contre, je pense intéressant de pouvoir justement attirer votre attention sur ce qui, moi, me paraît des notions qui sont importantes, notamment, par exemple, ça peut être des règles que vous allez lire tellement de règles, il y a maintenant une 50aine de pages de règles dans la V3, et vous allez lire des petits points en vous disant « Ah, ça c'est important ». Mais en fait, il y a tellement de petits points où vous allez vous dire « Ah, ça c'est important », et forcément, vous allez finir par faire l'impasse sur certains d'entre eux, et puis il vous faudra plusieurs parties pour vous dire « Ah, mais oui, c'est vrai, il y a ce petit truc-là auquel il faut que je fasse attention à ce moment-là de la phase. » Voilà. C'est normal. On a besoin de répéter les parties, de faire des... Voilà, on acquiert de l'expérience. Je dis pas que je suis extrêmement expérimenté et que j'ai forcément tout bon raison partout à tous les niveaux, mais j'ose espérer que malgré tout, ce type de vidéo est un ajout pour vous permettre de poser le doigt sur certaines notions qui sont, je pense, intéressantes à mettre en valeur. Donc voilà, j'arrête de me répéter. On a vu dans la première partie comment créer une liste d'armées et sur quoi il fallait, je pense, faire attention pour cette V3. Dans cette seconde partie de vlog, donc, nous allons... je vais, et vous avec moi, qui m'accompagnez et suivez mes vidéos, et je vous en remercie beaucoup, nous allons du coup voir comment ça se met en place concrètement dans une partie d'Age of Sigmar, du début à la fin. Alors je vais pas vous faire une partie complète, hein, on va prendre le fonctionnement d'un round et d'un tour, et ce qu'il y a en début de partie, avant la partie, et on va faire je vais vous proposer une petite conclusion un peu sympa. Donc, alors, on est toujours sur les mêmes choses, les mêmes diapos, on poursuit, on s'était arrêté la dernière fois ici, donc voilà, jouez votre première partie d'Age of Sigmar. Alors je dis première partie parce que c'est un thème un peu symbolique, mais ce sont des choses qu'il sera intéressant d'avoir en tête à chacune de vos parties, hein, bien entendu. Donc, à nouveau, je vous ai proposé un chapitrage de la vidéo qui sera, je le pense, quand même nettement plus longue que la précédente. La précédente, j'espérais la faire en 45 minutes et finalement, elle a duré 1h15. Celle-ci, je sais déjà qu'elle va durer largement 2 heures, donc peut-être que au montage, je vais essayer de la couper en deux. Je vais voir si ça reste logique dans le découpage des chapitres ou non. Juste là, donc voilà, d'abord, premier chapitre, la saison 2021, le royaume mortel de Ghurt, donc en fait, en quoi la saison 2021 actuelle est en train d'influencer le jeu, et comment ça influence les règles actuelles de la V3, comme Game Workshop l'a annoncé, a priori cette saison, les saisons les saisons sont faites pour durer 1 année. J'imagine qu'a priori, leur concept va être de mettre en valeur chacun des royaumes mortels à chaque saison. Je pense que c'est assez intéressant. Je pense que du coup, ça veut dire que, à part s'il n'y a pas de très grosses modifications des règles fondamentales,
il nous sera toujours possible dans les années à venir de nous faire une partie à thème d'un royaume mortel qui aura été vu dans une saison précédente. Donc je pense que c'est une idée qui est plutôt bonne, et du coup aussi, c'est vrai que du coup, ça met de côté pour l'instant les autres royaumes mortels, mais ça nous permet justement on assume le choix, on se focus sur le royaume de la bête. Je trouve ça hyper intéressant parce que en fait, personnellement, je pense que c'était l'un des royaumes les plus intéressants à développer. On a passé quand même un certain temps sur le royaume de Shaiish. Shaiish, c'est le royaume de la mort, et Ish, c'est le royaume de la lumière. Donc, le royaume de la mort, c'est un royaume qui avait beaucoup de choses à raconter, et c'était cool. Néanmoins, voilà, on a eu une succession d'histoires et d'événements qui se sont déroulés par rapport à ça. On a eu aussi toute une succession d'histoires qui se sont déroulées par rapport à ce qu'ils appellent les 8 points, c'est-à-dire en fait le centre, le royaume central, qui n'est pas vraiment un royaume mortel en tant que tel, mais qui est le plan d'existence central qui est la croisée des chemins entre tous les royaumes. Parce que on sait qu'actuellement il est dominé en grande majorité par Archaon et ses troupes du chaos. Il me semble qu'il a perdu le contrôle de certaines petites régions de cette zone-là, mais voilà. Il faudrait que je relise le lore du livre de base précédent, de la V2. Il faut aussi que je suis pas à jour au niveau du lore de la V3 à ce niveau-là pour les niveaux généraux. Bon, j'arrête de perdre mon temps sur des trucs dont on s'en fout. Donc voilà, saison 2021, on va commencer par ça. Ensuite, champ de bataille et déploiement. Je vais pas vous apprendre à monter un champ de bataille. A priori, ça n'a pas vraiment changé par rapport à la V2. Mais j'ai des avis, des opinions sur le fonctionnement du déploiement actuellement, par rapport, que ce soit au niveau de la V1, de la V2 ou de la V3, et de ce qui est présenté dans les règles. Ensuite, on va voir un petit chapitre sur les points de commandement. Alors là, c'est vraiment, je pense, la première grosse modification intéressante par rapport à la V3, c'est, je pense, clairement... c'est pas forcément un gros chapitre, mais je veux dire, c'est clair. Si vous souhaitez faire l'impasse sur ces types de règles-là, en fait, vous n'allez pas pouvoir kiffer la V3 d'Age of Sigmar, parce qu'en fait, tout dépend aujourd'hui du fonctionnement des points de commandement et des aptitudes de commandement. Enfin, pas tout, mais dans les faits, c'est l'ossature de la V3 d'Age of Sigmar, ce qui n'était clairement pas le cas dans la V2, mais on en parlera à ce chapitre-là. Ensuite, on va faire un petit déroulé des différentes séquences du tour. Donc voilà, chacune des phases, phase d'héros, phase de mouvement, phase de tir, phase de charge, phase de combat, phase de déroute. La partie phase des héros est devenue aujourd'hui beaucoup plus importante que ce qu'elle était avant. Avant, quelle que soit l'armée qu'on jouait, il y avait des armées qui en avaient rien à foutre de la phase des héros, qui avaient quasiment aucune aptitude, aucun sort, aucune prière à faire à ce moment-là. Aujourd'hui, quelle que soit l'armée que vous jouez, la phase des héros est devenue un instant qui est non négligeable, surtout en début de partie. Tant qu'il nous reste des héros au minimum. Ensuite, on va parler de toutes les autres phases, et je vais finir sur les sorts et prières génériques. Pourquoi j'ai pas mis ce petit chapitre-là, qui est vraiment un tout petit chapitre, dans la phase des héros, parce que normalement c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'on joue les sorts et les prières, tout simplement parce que... ce qui m'importe dans tout ça, c'est d'attirer votre attention sur des règles, sur des points de règles. Les sorts et les prières sont oui, effectivement, ce sont des points de règles, mais ce sont, des éléments de gameplay. Je ne vais pas passer du temps, en l'occurrence, sur les objets magiques et ce genre de choses-là, ou sur les traits de commandement génériques, parce que ce sont des choses qui peuvent très facilement être mis à jour par des FAQ. Alors vous allez me dire les autres points de règles aussi, mais le principe, c'est que clairement tous ces points de règles, toutes les règles qui régissent la séquence d'un tour, donc chacune des phases, sont des règles qui sont supposées rester. Ce sont des choses, au moins pour cette version du jeu, pour cette V3. On est vraiment sur quelque chose où normalement Game Workshop essaye d'établir sur la durée, sur la stabilité, ces règles. Alors que effectivement, des objets magiques, des prières, des sorts et des traits de commandement, ce sont des choses au contraire qu'on peut aisément mettre à jour, justement pour pouvoir changer l'équilibrage des armées, etc. Donc allons-y, cette intro était encore un peu longue, mais c'est pas grave. Allez, hop, on y va. Premier chapitre, la saison 2021, le royaume mortel de Gur.
Voilà la saison qui met en valeur les monstres et les behemoths. Donc nous avons toute une série de règles qui sont présentes dans ce manuel du général 2021 pour spécifique aux batailles rangées, Pitched Battle en anglais. Donc le concept ici, nous avons accès à des choses qui n'existent que pour le royaume mortel de Gur. Quand on sera dans une prochaine saison, ces règles-là ne seront plus applicables. Enfin, c'est pas qu'elles seront plus applicables, c'est qu'en fait, ce seront les règles du royaume de Gur. Voilà, donc d'abord on a accès à des règles spéciales qui sont des règles qui vont donc s'appliquer à toutes les parties. Prédateur et proie, une fois par round de bataille, marquez un point de victoire supplémentaire si un ou plusieurs monstres ennemis ont été tués à ce round de bataille. Donc, j'aurais pu mettre le second terme round en gras. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un petit coup de pouce pour pour dire oui, effectivement, vous allez jouer des monstres, va vous apporter des bonus pour gagner des points de victoire, etc. Mais attention, vous prenez le risque également de vous les faire tuer et donc d'apporter des points de victoire complémentaires à votre adversaire. Le truc, là, ce qu'il faut faire attention, c'est si un ou plusieurs monstres se font tuer dans un round. Personnellement, je trouve que cette règle est... on va voir ce que ça va donner, hein. Mais je pense qu'en fait, elle est pas très forte, mine de rien, parce qu'en fait, imaginons, tous les monstres se font tuer au round 3 ou au round 4, et ben en fait, vous seriez démuné pour tuer tous les monstres adverses, mais en fait, ça vous fera qu'un seul point, parce que en fait, le calcul est fait à la fin du round. Personnellement, je pense déjà qu'on pourrait faire ce calcul-là à la fin des tours. Ne serait-ce que, voilà, parce que là, au mieux, suivant votre liste d'armées, vous arriveriez à gagner 5 points, parce que il y a que 5 rounds dans une partie. Finalement, c'est pas beaucoup, 5 points de victoire, je trouve. Aujourd'hui, comme on a des parties où on peut monter jusqu'à largement une vingtaine de points de victoire, quand on joue bien, donc peut-être que... faire une règle où... alors, soit un point de victoire quand on tue un monstre, ou un behemoth, parce que les monstres et les behemoths... Un behemoth est forcément un monstre n'est pas nécessairement un behemoth. Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a moyen de rééquilibrer les choses à ce niveau-là, de mettre mieux en valeur le fait de pouvoir tuer des monstres. Ensuite, glissement sismique au début du 3e round de bataille, après que les joueurs aient tiré au dé pour déterminer qui a le premier tour. Le joueur qui a le 2e tour à ce round de bataille peut choisir un pion objectif sur le champ de bataille et le retirer du jeu. Alors ça peut être très 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 important. Forcément, je pense que comme toujours, réussir à avoir ce qu'on appelle le double tour, donc entre le round 2 et le round 3, c'est-à-dire qu'en fait, jouer en 2e au round 2 et jouer en premier au round 3, c'est souvent cette période extrêmement importante de la partie, où en gros, prendre ce double tour va marquer souvent à notre avantage le tournant de la victoire ou non. Clairement, avoir conscience que si on fait ça, on laisse la possibilité à notre adversaire de shooter un des objectifs, et notamment un des objectifs qu'on contrôle, hein, eh bien, c'est une règle qui est à prendre en compte. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien, et je trouve ça intéressant qu'il l'ait mis pour la saison 2021, parce que ça leur permet de dire on teste ce fonctionnement d'équilibrage de parties. Peut-être que si ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on reverra perpétuellement dans les règles, ou d'une manière ou d'une autre dans la prochaine saison. Peut-être qu'en fait, on va se rendre compte que c'est pas bien, et que c'est pas cool, et du coup, ils feront sauter cette règle-là, et voilà. Ensuite, magie de royaume. Tous les sorciers connaissent le sort suivant, en plus des autres sorts qu'ils connaissent, métamorphose. Donc le sort métamorphose est un sort ayant une valeur de lancement de 5, donc ça va, c'est pas trop difficile, et une portée de 12 pouces. Hein, pas très loin, mais ça va, c'est correct. Si lancé avec succès, choisissez un héros ami qui n'est pas un monstre, et qui est visible et à portée du lanceur. Il n'y a pas besoin qu'il soit entièrement dans les 12 pouces. Le héros choisi gagne le mot-clé monstre jusqu'à votre prochaine phase des héros. Donc ça peut être très intéressant avoir accès à ça, notamment, comme on l'a vu la dernière fois, il y a des bonus qui peuvent s'appliquer
quand on a des unités qui sont des monstres. Donc ça, ça peut être intéressant en fait de faire temporairement passer un héros pour un monstre, sachant que, comme je le dis, c'est jusqu'à votre prochaine phase d'héros. Donc en fait, au mieux, ça dure juste un tour. Imaginons si vous avez un double tour. Vous voyez, si vous jouez en deuxième et après vous jouez en premier, donc ça vous durera juste sur cette période-là. Soit, eh bien, vous jouez en premier et votre adversaire joue, eh bien, vous le faites à ce moment-là. Nécessairement, ça va durer sur votre tour et sur le tour de l'adversaire, puisque c'est de votre phase d'héros à votre prochaine phase d'héros. Donc ça peut donner le mot-clé monstre à votre héros pendant un certain temps, et lui conférer des bonus pendant une certaine période. Par contre, attention, effectivement, si votre héros se fait tuer à ce moment-là, on appliquera la règle spéciale qu'on a vue au tout début, prédateur et proie, et votre héros tué, eh ben, apportera un point de victoire à votre adversaire. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte, mais il y a des choses, je pense, tout à fait intéressantes à jouer avec ça. Ensuite, le décret de royaume. Nous avons le droit à une aptitude de commandement unique au royaume de Gurd. À partir du moment où on joue dans le royaume de Gurd, on a le droit à cette aptitude. Tous nos héros connaissent cette aptitude de commandement. Rugissement sauvage, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. L'unité qui reçoit l'ordre doit être un monstre. Jusqu'à la fin de la phase, lorsque vous consultez une valeur dans le tableau de dégâts de l'unité, elle est traitée comme ayant subi 0 blessure. Ça peut être très très fort, notamment parce qu'aujourd'hui, quand même, générer des points des points de commandement, c'est quand même beaucoup plus simple et plus équilibré que ce que ça l'avait été dans la V2. Et il y a des monstres dont la puissance est très nettement réduite à partir du moment où ils commencent à prendre des dégâts. Donc ça peut être très intéressant de savoir qu'on a cette possibilité en permanence de remettre à niveau notre monstre. Attention, on prend en compte, c'est pour la phase de combat uniquement. Donc si vous vous souvenez... lors de la vidéo précédente, on a dit qu'on est parti sur notre armée de Tsench, donc je vais conserver la liste existante, celle qu'on a créée précédemment, pour illustrer certains exemples. Donc je vous rappelle, on va remonter très très brièvement, notre liste, c'est donc liste de Tsench avec un bataillon seigneur de guerre, un bataillon avant-garde, on a 2 Tsangor Shaman, Keros Fateweaver qui est un sorcier unique monstre Behemoth, un Magister, les Blue Scribe, pas Scrabble, qui sont donc des sorciers uniques, 2 unités de Kirik Acolyte qui sont nos lignes, avec une grosse unité de Tsangor qui sont aussi nos lignes, avec un double renfort, qui est voilà les 30 Tsangor, ça va être vraiment notre unité d'impact, et on a un allié qui est le Mindstealer Sphinx, qui est aussi un monstre. Et on n'oublie pas qu'on a un sort persistant. En plus, voilà, le Tome of Eyes. Voilà. Redescendons ici. Je vois qu'à droite, j'ai fait une petite erreur. Je vous ai marqué, cette année, les Sons of Behemoth ont des gros bonus pour accumuler des points de victoire, c'est vrai. Mais les autres en marqueront pour chacune de leurs figurines tuées. Non, c'est pas chacune de leurs figurines tuées, c'est que, par contre, ça veut dire que, de toute évidence, à partir du moment où on va affronter le Son of Behemoth, on sait qu'on arrivera à marquer entre 3 et 4 points de victoire supplémentaires, parce qu'on en tuera au moins un, j'imagine, à chaque round. Donc, pour revenir sur notre exemple, en ce qui nous concerne, notre liste dispose de 2 monstres, Keros Fateweaver et le Mindstealer Sphinx. Malheureusement, le rugissement sauvage se lance à la phase de combat et ne dure que pour la durée de cette phase. Il ne sera pas possible d'avoir le sort de Keros systématiquement à pleine puissance. Ben oui, Keros Fateweaver, son sort personnel qui s'appelle donc Don du Changement, qui est un sort qui est très 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 puissant, surtout à partir du moment où Keros est à full point de vie. Le truc c'est que, Rugissement Sauvage est une aptitude de commandement qui ne se fait qu'à la phase de combat, et les sortilèges se lancent eux à la phase des héros, donc malheureusement il ne sera pas possible de faire jouer au cours de la partie Keros à pleine puissance systématiquement, et c'est bien dommage. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela implique d'être un monstre dans cette V3 ? Alors là, vous voyez, juste au slide précédent, on était dans la saison actuelle, la saison 2021. Là, maintenant, on est dans les règles de la version, donc normalement les règles qui vont durer pour les années à venir, jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine version qui mette à jour cela. Donc, alors, je vous ai clairement copié, fait des screenshots des règles où les monstres sont mis en valeur, ou sinon lorsqu'ils ont un impact, ou quand ils sont impactés.
Donc la première chose à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle donc les fureurs monstrueuses. Souvenez-vous, les fureurs monstrueuses, ce sont des choses dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus dedans. Donc alors, à la fin de la phase de charge, chaque joueur peut effectuer une fureur monstrueuse du tableau ci-dessus avec chaque monstre ami. Donc là, c'est intéressant. La première chose à prendre en compte, c'est ça comprend chacun de vos monstres et également chaque joueur. Ça veut dire quel que soit le tour dans lequel vous êtes, que si c'est votre tour ou le tour de l'adversaire, chaque personne qui a des monstres pourra effectuer une fureur monstrueuse. Donc nous, en l'occurrence, on a 2 monstres. On pourra donc à chaque fois utiliser pour chacun d'entre eux ces éléments. Le joueur dont c'est le tour fait ses fureurs monstrueuses en premier, puis le joueur suivant s'en occupe. Le joueur ne peut pas effectuer la même fureur monstrueuse plus d'une fois par phase. L'effet d'une fureur monstrueuse est traité de la même manière que l'effet d'une aptitude en termes de règles. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... Pardon, je reprends ma respiration. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si vous avez plus de 5 monstres sur la table, ce qui est tout à fait possible, vous êtes limité à 4 behemoths, mais en termes de monstres, vous pouvez en avoir plein, et bien de toute manière, vous ne pourrez effectuer que 4 fureurs monstrueuses au mieux, puisque actuellement, il n'y en a que 4 à disposition. Il n'est pas impossible que des Battle Tomes, des livres d'armée, ajoutent davantage de fureurs monstrueuses au cas par cas. Dans certains, a priori, cette liste n'est pas fermée. Il est possible que des Battle Tomes, pour des armées et des monstres spécifiques, rajoutent quelques fureurs monstrueuses. Actuellement, on a donc 4 fureurs monstrueuses, les 4 sont très très différentes, les 4 sont très intéressantes. La première s'appelle donc le rugissement, choisissez une unité ennemie à 3 pouces de cette figurine, jetez un dé. Sur 3 pouces, l'unité choisie ne peut pas donner ni recevoir d'ordre à la prochaine phase de combat. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très 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 fort. Que l'unité ne puisse pas donner d'ordre, c'est intéressant si c'est notamment on cible un héros, et rappelez-vous, dans les règles qu'on a vues, ou on va le voir juste après, quand dans le fonctionnement des aptitudes de commandement, on dit que donc quand un héros ou une unité donne à utiliser une aptitude de commandement, on dit qu'elle donne un ordre. Donc ça c'est la nouvelle expression de la V3, voilà, utiliser une aptitude de commandement, c'est donner un ordre. Voilà, on a un donneur d'ordre, et on a une autre unité, ou parfois la même unité, qui va recevoir l'ordre. Pouvoir interrompre, empêcher cela est donc très 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 fort. Comme on va le voir par la suite, les aptitudes de commandement ont beaucoup d'impact, vont avoir beaucoup d'impact sur le déroulement de nos parties, dans la façon dont dans le gameplay. Donc, empêcher un héros de donner des ordres ou d'en recevoir, ça peut être très important, ou empêcher une unité de recevoir ou de s'appliquer à elle-même des aptitudes de commandement, ça peut être très 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 important. Dans notre cas précis, je peux vous dire que s'il y a un tour où notre unité de Tsangor ne peut pas recevoir d'ordre, ça va être très gênant. Donc voilà, on va éviter de se prendre un rugissement on va essayer de faire en sorte de ne pas se prendre de rugissement avec notre grosse unité d'élite. Ça, parce que ça va beaucoup l'handicaper. Donc ensuite, le piétinement, choisissez une unité ennemie à 3 pouces de cette figurine qui n'est pas un monstre, et jetez un dé sur 2+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Ça c'est quelque chose qui existait déjà à une certaine période, je crois, à Warhammer Fantasy Battle, donc voilà, ils nous l'ont remis, c'est quelque chose que je trouve personnellement fonctionne bien, c'est pas à abuser, c'est sur du 2+, donc on a quand même une petite chance de rater le truc, et c'est que des 3 blessures mortelles, donc ce n'est pas non plus quelque chose de ultra fort qui va avoir un impact décisif sur la partie, mais ça peut, dans certains cas, vous permettre d'abîmer ou de finir un héros adverse qui a peu de points de vie. Ce sera jamais décisif, mais ça peut de temps en temps être utile. Voilà. Ensuite, duel titanesque, choisissez un monstre ennemi à 3 pouces de cette figurine, ajoutez un au jet de touche pour les attaques de cette figurine qui cible le monstre choisi jusqu'à la fin de votre prochaine phase de combat. Donc on rappelle, c'est quelque chose qui se fait à la fin de la phase de charge. Attention, si vous êtes dans... j'aurais pu surligner en jaune cette première phrase là de la règle 21.1 à la fin de la phase de charge. C'est quelque chose de très important. On va voir ça par la suite quand on va parler des aptitudes et tout ça, mais je le cite très rapidement. Ne commencez pas votre tour, la phase de charge par ça. Vous allez vous marquer la fin de la phase. Quand vous utilisez vos fureurs monstrueuses, déclarez et effectuez vos charges avant. Voilà.
Ensuite, écroulement, choisissez un terrain de faction ou un terrain défendable à 3 pouces de cette figurine et jetez un dé. Sur 3 pouces, le terrain choisi est démoli. Si c'était un terrain défendable, donc voir 17 de 3, c'est ce qu'on appelle donc le système de garnison. Et là, ils veulent dire qu'est-ce qui se passe en tant que terrain défendable. C'est en fait si vous démolissez un terrain dans lequel il y avait des troupes, comment on gère les troupes qui se font éjecter ou blesser du terrain. Et ensuite, les règles de paysage de sa charte ne peuvent plus être utilisées jusqu'à la fin de la bataille, et notamment si c'était un terrain de faction. Donc voilà, aujourd'hui, le fonctionnement pour casser ou endommager des terrains, c'est tout simplement vous jetez un dé, vous le cassez, vous le cassez ou vous le cassez pas. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler par le passé. Personnellement, je trouverais ça intéressant pour le futur du gameplay pour le jeu, qu'en fait les terrains de faction et des véritables war scrolls, et que ces unités aient un score de blessure et un score de résistance, un score d'armure si vous voulez, pour simplifier les choses. Et je trouverais ça intéressant que en fait on limite, en fait on explique, voici quel type d'attaques peuvent affecter les bâtiments, par exemple en ajoutant le mot-clé en disant les artilleries. L'artillerie peut focus des éléments de terrain. Aujourd'hui, l'artillerie ne peut pas focus un élément de terrain, et concrètement, en termes de gameplay, ça n'a pas une très grande logique. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses que j'espère pourront être mis à jour dans l'avenir. Mais bon, aujourd'hui, c'est soit vous le cassez, soit vous le cassez pas. Ensuite, autre information à prendre en compte sur la façon dont on va jouer nos monstres dans cette V3, bien entendu, c'est le rapport aux objectifs, parce que c'est des objectifs qui, dans la majorité des packs de bataille, nous permettent de gagner des points de victoire. Donc alors, règle 18.1.2, contester les objectifs. Une figurine doit être à 6 pouces d'un objectif pour le contester. Si une unité amie a des figurines à 6 pouces de 2 objectifs ou plus, vous devez choisir celui qu'elle conteste. Sauf mention contraire, chaque monstre compte comme 5 figurines pour contester les objectifs, et chaque figurine a une caractéristique de blessure de 5 ou plus, qui n'est pas un monstre, compte comme 2 figurines pour contester des objectifs. Bon écoutez, je me suis déjà exprimé là-dessus dans les vlogs précédents. Pour moi, c'est un pis-aller. Cette règle, pensez bien qu'elle soit sortie, parce que clairement c'était quelque chose qui manquait terriblement à la V2 pour l'équilibrage, d'avoir justement qu'on reconnaisse une valeur de puissance pour tenir les points pour les monstres et les unités qu'on va dire monstrueuses, de type l'infanterie monstrueuse, ces genres de choses là, ou la cavalerie monstrueuse. Comme je vous l'ai dit, pour moi c'est insuffisant. C'est clairement insuffisant. Par exemple, en l'occurrence, je trouve très bizarre que on puisse comparer en termes de capacité à tenir un objectif le Mind Stealer Sphyrax, qui est un monstre qui a un score de blessure de 10, avec imaginons un Behemoth qui a un score de blessure de 20 ou plus, ou même Archaon, ou même Nagash. Bon, vous me direz, au moins il compte plus que comme pour 1, ou c'était le cas avant, il comptait que pour 1, et c'était assez ridicule de constater que 2 gobelins pouvaient prendre un objectif à Archaon. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu plus équilibré. Néanmoins, je pense que c'est quand même insuffisant. De mon point de vue, les Behemoths devraient compter pour leur score de blessure actuel pour tenir les objectifs. Voilà, donc plus vous blessez le Behemoth, moins il tient l'objectif, et ça. Mais pour moi, ça paraît évident que des monstres aussi gros que Archaon, et Archaon il compte pour 18, c'est normal. Plus tu le tapes dessus, forcément moins il va tenir, parce qu'il est blessé, mais je trouve ça bizarre qu'en arrivant à pleine puissance, Archaon il compte que pour 5, ça fait bizarre. Voilà, j'ai assez dit bizarre, et comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, que les figurines qui ont un score de blessure de 5 ou plus comptent pour 2, je vous l'ai déjà dit, c'est insuffisant. Ça exclut énormément d'unités monstrueuses, enfin d'infanterie monstrueuse, ou d'infanterie d'élite, ou d'infanterie lourde, qui ont un score de blessure de 4, qui sont des unités qui souvent sont sur des socles de 50 mm, donc c'est quand même des gros socles, et qui en fait se jouent souvent par 3 ou 6, eux en fait ils sont complètement exclus, alors qu'en fait en termes de gameplay et de règles, dans les factions, il n'y a aucune différence, on les joue de la même manière que les unités actuelles qui sont sur des socles aussi de 50 mm et qui ont un score de blessure de 5. Je veux dire, pourquoi est-ce que les Minotaurs qui ont un score de blessure de 4, les Trogoths qui ont un score de blessure de 4, qui se jouent par tranche de 3, ne
ne tiennent pas les objectifs, enfin ne bénéficient pas de cette règle, alors que les cure notes, qui sont donc les entre guillemets des semi-hommes arbres, enfin des très très grosses dryades chez les Sylvanettes, et ben eux ils ont un score de blessure de 5, du coup ils bénéficient de cette règle. Il n'y a pas beaucoup de logique derrière ça, c'est dommage. Ensuite, les règles sur les couverts et sur les garnisons. Je vous les ai mis là juste pour vous dire qu'effectivement les couverts ne s'appliquent pas pour les unités qui ont un score de blessure de 10 ou plus, donc tout simplement beaucoup de monstres ont un score de blessure de 10 ou plus, en l'occurrence nous, notre Mindstealer Sphyrax qui est un monstre qui coûte moins de 100 points, il coûte 95 points, et ben il a quand même un score de blessure de 10, donc les couverts il s'assoit dessus, enfin ça ne comptera pas, et je vous ai souligné en dessous les terrains de type bois sauvage aujourd'hui dans cette V3 d'Age of Sigmar, tous les terrains de type bois, de type arbustes et tout ça, gros arbustes, sont considérés donc comme des bois sauvages. C'est pas encore un mot-clé bois sauvage, mais c'est déjà différencié des autres types de terrains, type rivière, type colline, etc. etc. Voilà, on a déjà différencié ça à ce niveau-là, pour leur apporter des petites règles en particulier sur la ligne de vue. Et bien malgré tout, toutes vos figurines qui ont un score de blessure de 10 ou plus, monstres ou non, mais a priori la grande majorité des monstres, et les behemoths notamment, sont compris là-dedans, et donc ne bénéficieront pas du couvert. Également, pareil pour la garnison, donc la garnison c'est tout simplement le fait de pouvoir mettre des unités en garnison, donc ce qu'on appelle des terrains défendables, donc en général des tours de guet, des maisons, ou certaines ruines peuvent fonctionner comme des terrains défendables, eh bien vous ne pouvez pas faire rentrer ou être considéré comme en garnison des unités qui ont un score de blessure de 10 ou plus, donc voilà, en très grande majorité vos monstres. Donc voilà, ça c'était des choses sur lesquelles je tenais à attirer votre attention. Si vous voulez, vous mettez la vidéo en pause pour pouvoir lire concrètement les règles, mais j'imagine que vous avez les bouquins à disposition pour les lire également. Donc voilà, ça c'était à voir sur... on a vu précédemment comment c'était les monstres, les règles qui apportaient la saison. Maintenant on a vu les monstres actuels dans les règles de la V3, donc qui sont des règles qui sont, elles, supposées durer. Voilà. Voyons maintenant les points sur lesquels je souhaite attirer votre attention sur le fonctionnement des champs de bataille et les déploiements dans la V3 d'AOS. Donc, alors, j'ai écrit... Dans la V3 d'AOS, les scénarios de bataille des versions précédentes ont été renommés packs de bataille. Comme pour les versions précédentes, en jeu égal, chaque partie commence par la détermination de la bataille et du pack de règles qui lui sont associées. Attention en cas de contradiction entre les règles de votre faction ou les règles de base avec celles incorporées par le pack de bataille que vous aurez choisi, il faut appliquer les règles du pack de bataille, car la bataille a été conçue pour être spécifiquement jouée de cette manière. Et voilà, pas d'inquiétude, ce genre de situation sera très rare, mais malgré tout, c'est quelque chose qui a été identifié et spécifié par les concepteurs de Game Workshop. Voilà, ils ont conçu les packs de bataille, donc ce qui était avant appelé les scénarios, eh bien, pour pouvoir être joué d'une certaine manière, en étant conscient que parfois, eh bien, ces scénarios, ces règles peuvent entrer en conflit avec certaines choses, notamment par exemple ils vont dire dans ce pack de bataille, eh ben, interdiction, où vous ne pouvez pas appliquer les règles de certains bataillons, ou bien certaines aptitudes de commandement ne peuvent pas fonctionner dans ce pack de bataille pour des raisons ou une autre, ça correspond au scénario, au lore de ce pack de bataille, voilà, il faudra respecter, pour jouer ce pack de bataille, il faudra respecter cela. Donc, le pack de bataille donne la règle de déploiement à appliquer pour vos armées. Le plus souvent, il s'agira d'utiliser la règle de déploiement alternée de la page 11 de votre manuel du général 2021. C'est une règle également que vous trouvez dans le livre de base, c'est juste que moi j'ai la version anglaise, donc peut-être qu'il y a un petit différent de page avec la version française, donc je préférerais directement vous citer le manuel du général actuel, qui est en cours actuel. Systématiquement, le pack de bataille vous dira à un petit chapitre, enfin un petit titre déploiement. Le truc, c'est que le plus souvent, voilà, ils vont dire appliquer la règle du déploiement alterné de la page du truc. Parfois, il vous dira non, vous appliquez le déploiement spécifique de ce pack de bataille qui est, par exemple, vous avez défini un rôle d'attaquant et un rôle de défenseur. Eh bien, le défenseur pose toute son armée en premier, quoi qu'il arrive. Voilà. Peu importe
le bataillon que vous ayez joué, c'est le défenseur qui doit positionner toute son armée, et ensuite l'attaquant le fait, ou voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est pour vous dire le genre de règle qu'il peut avoir dans un pack de bataille. Ensuite, prenez en compte que si les objectifs sont déjà présents sur le champ de bataille et que certains se trouvent dans votre zone de déploiement, vous pouvez déjà les flaguer. La prise de contrôle d'un objectif est effective entre le déploiement le commencement du premier round de bataille. Je vous constate que j'ai oublié un petit et. Voilà, une petite conjonction de coordination juste ici. Ah donc, alors juste pour vous rappeler, flaguer, c'est un anglicisme qui veut dire poser son drapeau afin de marquer sa propriété sur un objet ou un élément de terrain. Donc voilà, donc souvent, quand on dit qu'on prend le contrôle d'un objectif, parfois, quand on n'a pas envie d'utiliser l'expression prendre le contrôle d'un objectif, qu'on est en train de contester, eh bien on dit voilà j'ai flagué telle zone, tel objectif, tel truc. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis, aujourd'hui, dans la V3 d'Age of Sigmar, le calcul de la prise de contrôle d'un objectif se fait donc juste après le déploiement et avant qu'on commence le premier round, et ensuite ça se fait à la fin de chaque tour, juste après la dernière phase, qui est donc la phase de déroute. Et bien à ce moment-là, tous les objectifs où on était en état de contestation, eh bien, on vérifie qui en a le contrôle effectif, et c'est à ce moment-là du coup qu'on fait le calcul des points de victoire pour le joueur dont le tour vient de se terminer. Voilà. Ensuite, en ce qui nous concerne, pour notre exemple de notre armée de Tsench, il faut donc que je puisse identifier les unités déterminantes de ma liste, quelles unités est synonyme de victoire et laquelle est synonyme de défaite, notamment si je me la fais défoncer trop rapidement. Ici, nous avons dans notre armée 5 leaders et 4 troupes, et parmi ces 4 troupes, on a un monstre, 2 unités de 10 figurines qui sont particulièrement fragiles, et 30 guerriers d'élite. Ma problématique lors de mon déploiement va donc être de positionner au mieux mes 30 Tsangor. Il ne faut pas qu'ils se fassent charger tour 1, ni atomiser à la magie, ni au tir. C'est au déploiement que va donc se déterminer le rôle de mes 2 unités de Dick Eric acolytes. Voilà, est-ce que je les mets en première ligne pour absorber les charges des unités adverses? Attention, pas mal de armées peuvent charger très facilement dès le début de la partie et peuvent avoir bénéficié en fait d'effets de règles de traits de bataille, comme c'est le cas pour certaines sous-factions des Zogor, Motribe, et aussi des Oruk Warclan, pour pouvoir en fait faire de multiples charges à la suite, enfin de multiples phases de combat et tout ça, et du coup, si je mets 10 figurines, 10 sacs de sable qui sont très très fragiles, qui font que 10 blessures, avec une sauvegarde je crois de 5+, ou 6+, et dont une ward, dans ce qu'on appelle des wards de jeu dans la V3, ce sont avant, donc les sauvegardes on peut dire invulnérables, à 6+, malgré tout ça reste très 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 fragile. Je risque en fait, bien malgré moi, de exposer mes Tsangor qui seraient planqués juste derrière à un retour de bâton encore plus violent. Donc voilà, prendre ça en compte. Ou bien, est-ce que je mets mes 2 unités de Dick acolytes derrière pour tenir les objectifs et empêcher par exemple certaines frappes en profondeur, sachant que dans les faits, je n'attends pas spécialement des phases de tir exceptionnelles. Les Kirik acolytes sont d'abord une petite unité de tir avant d'être une unité de corps à corps, même si elle se débrouille correctement au corps à corps, mais correctement au corps à corps, ou même au tir, c'est bien relatif par rapport à la puissance de véritables unités qui sont qui ont une expertise là-dessus. On ne va clairement, si on compare des Kirik acolytes à des Liberators, les Liberators seront beaucoup plus efficaces au corps à corps que les Kirik acolytes, ou si on compare les Kirik acolytes à des Judicators, les Judicators sont des meilleurs tireurs de base que les Kirik acolytes, mais il est toujours possible de pallier à cela avec les règles et les synergies bien appliquées. Tout ça pour dire qu'en fait, j'attends spécialement de mes Kirik acolytes qu'ils soient des lanceurs de sorts. J'ai envie qu'ils lancent leurs 2 sorts personnels à chaque tour. Donc, a priori, je dis bien a priori, mes Kirik acolytes seront plutôt positionnés sur l'arrière de mon armée pour tenir pour au moins flaguer les objectifs et empêcher les frappes en profondeur ou les téléportations. Ça dépendra, bien entendu, je prendrai en compte le type d'armée que je vais affronter en face. Voilà, sachant que vous pouvez tout à fait, à la phase de déploiement, demander à votre adversaire est-ce que tu as des règles de téléportation, des sorts de téléportation, est-ce que tu as des règles de frappe en profondeur. Si vous voulez lui demander, il doit vous répondre, sans vous cacher la vérité, bien entendu.
Voilà, donc ça, ce sont les choses auxquelles je souhaitais vous attirer votre attention en ce qui concerne le fonctionnement des champs de bataille dans la V3 et notamment sur le déploiement. Voilà, vous pouvez prendre le contrôle de vos objectifs immédiatement, sachant que, comme je vous l'ai dit aussi, ou je ne l'ai pas dit, mais vous gardez le contrôle d'un objectif, même si vous avez retiré vos figurines de la zone de 6 pouces d'un objectif. Pour perdre le contrôle d'un objectif, il faut que l'adversaire ramène des figurines, enfin vienne le flaguer à son tour. En fait, donc vous posez votre drapeau reste sur l'objectif. Voilà. Vous n'avez pas besoin de garder des figurines dans la zone pour en garder le contrôle. Par contre, effectivement, si vous retirez des figurines, vous ne pourrez pas le protéger. Ensuite viennent le chapitre qui est presque le plus important de cette vidéo. Excusez-moi, c'est mes bagues qui se tapent. Voilà, les points de commandement dans la V3 d'Age of Sigmar. On est vraiment, comme je le redis, c'est, je pense, le point le plus déterminant de cette V3. Donc nous sommes passés d'une V2 où il était possible de constituer des listes d'armées où aucune unité n'allait avoir d'aptitude de commandement, et où vous alliez vite fait utiliser vos points de co pour relancer une charge ou immuniser une unité à la déroute. Par exemple, en l'occurrence, il était très facile à la V2 de constituer des listes d'armées Disciple of Tench, où en fait les aptitudes de commandement, on s'en foutait. En fait, il y a très peu d'aptitudes de commandement dans les War Scrolls actuels chez les Disciple of Tench. Je crois que actuellement des héros, il y a beaucoup de héros dans Disciple of Tench, et ben en fait je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3. Alors, il y en a au minimum 2, c'est sûr, et je crois qu'au mieux 3 des héros qui ont des aptitudes de commandement. Donc voilà. Alors bien sûr les sous-factions apportent en général une aptitude de commandement, mais est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle est toujours utilisable? Par exemple, nous, on joue en host perfide, pour notre exemple d'armée de Disciple of Tench, et en fait, en host perfide, l'aptitude de commandement, elle est faite pour pouvoir ramener, une fois par partie, une unité de Horror Rose qui se serait fait flinguer. Le truc, c'est que, déjà, il faut que, comme je ne pose pas d'Horror Rose volontairement dans mon armée de base, il faut d'abord que je les invoque, et ensuite que le total de 50 blessures se soit fait péter pour que j'utilise cette aptitude de commandement. Donc dans les faits, en fait, c'est le genre d'aptitude de commandement que je ne vais pas utiliser très souvent, même si elle est mise à disposition par ma sous-faction. Donc ensuite, on est passé à une V3 où la bonne gestion de vos points de commandement et des aptitudes de commandement génériques mises à votre disposition à chaque round vont devenir les pierres angulaires de votre gameplay. Ignorer ce concept devenu fondamental vous assurera la défaite, clairement. Donc voyons d'abord la nouvelle règle du fonctionnement des points de commandement, donc c'est la règle 6.0 et 6.1. Les points de commandement permettent d'utiliser les aptitudes de commandement, oui, c'est bien de le dire. Vous recevez des points de commandement au début du round de bataille, après le jet de priorité. Donc voilà, après le jet de priorité, donc vous savez qui va jouer en premier et qui va jouer en deuxième. De plus, si votre général est sur le champ de bataille, au début de votre phase des héros, vous recevez un point de commandement. À la fin du round de bataille, les points de commandement non utilisés sont perdus. On spécifie quelque chose, il faut que votre général soit sur le champ de bataille. Si vous avez mis votre général en réserve pour effectuer une frappe en profondeur au moment de la phase de mouvement, votre général n'est pas sur le champ de bataille. D'accord? Vous ne pourrez pas récupérer votre point de commandement, ayez ça en tête. Pensez-y, effectivement aussi. Attention, vous voyez le petit encart rose en bas à droite, attention, prenez en compte durant la partie que si votre général est tué, vous ne pouvez pas en sélectionner un nouveau, vous perdrez avec son aptitude vous perdez son aptitude de commandement et le point de commandement généré par sa présence. If he dies, he dies. C'est quelque chose que j'ai spécifié parce que c'est aujourd'hui une règle qui est dans les règles de base et qui s'applique systématiquement, que vous soyez dans une partie historique, dans une partie scénarisée, en jeu libre ou en bataille rangée, qui est donc a priori plutôt ce qui nous intéresse, ce qu'on appelle aujourd'hui de la partie équilibrée, de la partie égale. Aujourd'hui, voilà, c'est pareil pour tout le monde, si votre général meurt, la fonction de général disparaît définitivement pour cette partie, de la bataille. C'était pas le cas en V2. En V2, cette règle-là était appliquée uniquement en bataille rangée. Dans les autres types de parties, les parties libres, parties scénarisées, parties historiques, etc., si votre général mourait, vous pouviez sélectionner un héros pour prendre sa suite. Donc,
Utilisez tes aptitudes de commandement. Pour utiliser une aptitude de commandement, vous devez dépenser un point de commandement, donc qui doit être déjà à votre disposition, que vous devez avoir en stock. Vous devez choisir une figurine amie qui va donner l'ordre, et choisir une unité amie qui va recevoir l'ordre. Hein. On passe d'une figurine à une unité. Sauf mention contraire, les figurines qui peuvent donner des ordres et les unités à qui elles peuvent les donner sont les suivantes. Les champions d'unités peuvent donner des ordres à leurs propres unités. Les héros peuvent donner des ordres aux unités qui sont entièrement à 12 pouces 2. Les généraux peuvent donner des ordres aux unités qui sont entièrement à 18 pouces 2. Les totems peuvent donner des ordres aux unités qui sont entièrement à 18 pouces 2. Donc, très souvent, je pense que dans 90% des cas, les unités qui ont le mot-clé totem sont aussi des mots-clés, des unités qui sont héros. Ça veut juste dire qu'en fait, vos héros qui ne sont pas nécessairement des généraux, eh ben, au lieu de donner des ordres aux unités dans les 12 pouces, ils les donneront dans les 18 pouces. Et vous avez en général normalement qu'un seul général, donc qui peut aussi le faire dans un rayon de 18 pouces. Si vous avez mis, bien entendu, votre général, c'est un behemoth, etc., prenez en compte que plus le socle sur lequel est posée votre figurine, plus il est gros, plus vous allez pouvoir étendre le rayon d'influence de votre général ou de vos héros. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a que comment il s'appelle, les vampires, comme j'ai oublié, les Soulblight, Gravelord, qui ont des options pour avoir plusieurs généraux à la fois dans leur armée, et donc bénéficier notamment de cette question de étendre la possibilité de donner des ordres. Il me semble que ça ne leur permet pas de gagner plusieurs points de commandement, par contre, ils vont pouvoir avoir le rayon de 18 pouces pour donner des ordres. Chaque aptitude de commandement indique quand on peut l'utiliser et l'effet qu'elle a sur l'unité qui reçoit l'ordre. Une figurine ne peut pas donner plus d'un ordre par phase, et une unité ne peut pas recevoir plus d'un ordre par phase. De plus, vous ne pouvez pas utiliser la même aptitude de commandement plus d'une fois par phase, même pour des unités différentes. Voilà, ça c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente concernant l'aptitude présence exaltante, qui est donc l'aptitude qui permet sauver une unité, je cherchais le mot immuniser, voilà, immuniser une unité à la phase de déroute, et bien, dans la V2, c'était quelque chose qui pouvait se spammer, un héros pouvait envoyer appliquer présence exaltante à plusieurs unités qui étaient proches d'elle. Aujourd'hui, c'est plus possible, un héros déjà il peut donner plus qu'un ordre, et à partir du moment où vous allez utiliser une fois présence exaltante, vous ne pourrez pas l'utiliser à nouveau à la même phase. Voilà. Il faut bien prendre en compte que l'extra point de commandement conféré par le bataillon seigneur de guerre, donc par exemple, nous on l'utilise là dans notre exemple d'armée actuelle, eh bien, donc c'est un point de commandement unique, valable pour un seul round, où il faut prévenir son adversaire lors de la génération des points de commandement. Je vais activer l'effet stratège de mon bataillon pour bénéficier d'un point de co supplémentaire à ce round. Voilà. Et s'il n'est pas utilisé à la fin du round, eh bien, le point de commandement supplémentaire que vous aurez activé, vous le perdez, comme c'est exprimé dans la règle 6.0, juste à gauche. Voilà. On va voir en détail, juste après, certaines situations concernant le fonctionnement des points de commandement. Vous inquiétez pas.